Il faut vraiment que je me reprenne en main. Ça, c'est ce que je me suis dit lorsque j'ai vu cette photo. Donc cette photo elle a été prise en 2019, ici, à BSB. Et au moment où elle a été prise, je ne me doutais absolument pas que j'étais sur le point de partir à l'aventure, sur les routes du monde, que j'allais rencontrer Thomas en chemin, au Chili précisément, et que 2 ans plus tard, j'allais me retrouver ici, à BSB, sur la scène TED, avec 10 kilos de moins et plein d'histoires à vous raconter. Lorsque cette photo a été prise, Justine et moi ne nous connaissions pas encore, mais ma vie était aussi à l'orée d'un grand changement. 10 ans plus tôt, en 2009, ma famille et moi partions vivre à Tokyo. Ce furent 5 années formidables à l'autre bout du monde, 5 années d'échanges interculturels, mais le retour en France a été particulièrement difficile pour tous les membres de ma famille, parce que passer de la mégalopole japonaise à la banlieue parisienne, c'est un peu compliqué. Mais heureusement, quelques années plus tard, ma vie allait changer grâce à cette chose dont on va vous parler aujourd'hui et dont on est très fiers d'avoir fait l'expérience, l'aventure. Donc vous l'aurez compris, le point commun à nos 2 histoires, c'est que l'aventure a changé nos vies. Mais pendant longtemps, on ne savait pas vraiment expliquer ce qui, au sein de nos aventures, nous faisait tant changer, nous faisait tant évoluer. Qu'est-ce qui rend l'aventure si bouleversante? C'est une vaste question. On est tous déjà partis en vacances 1 ou 2 semaines, et puis à notre tour, on se sent un petit peu transformé, mais on ne sait pas vraiment expliquer pourquoi. Alors on laisse la routine reprendre le dessus et on met ça de côté, mais on garde une certitude en nous. La prochaine fois qu'on repartira, on va à nouveau ressentir cette émotion puissante qui nous transporte. Nous, on s'est dit avec Justine que si on trouvait la source de ce changement, on pourrait l'implémenter dans notre quotidien pour faire de nos vies des expériences en constante mutation. Alors on va vous expliquer les différentes quêtes dans lesquelles on s'est lancé et les conclusions qu'on en a tirées afin de tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce qui fait de l'aventure une telle source de changement? Alors oui, il faut vraiment que je me reprenne en main. Le penser, c'est bien, hein, c'est une première étape. Mais finalement, ça ne me disait pas vraiment ce que je devais faire. Alors j'ai réfléchi pendant longtemps, pendant de nombreuses soirées. Et puis finalement, un soir, la réponse, elle m'est un peu apparue comme une évidence. La première chose que je devais faire et que je voulais faire, c'était quitter ma zone de confort. Alors un peu sur un coup de tête, j'ai décidé de partir en échange universitaire à Montréal, au Canada. Et là-bas, j'ai eu la chance d'aller à Toronto, à Niagara, à Ottawa, Boston, New York. J'ai eu la chance de faire du chien de traîneau, d'aller aux chutes du Niagara. Et finalement, toutes ces villes, toutes ces expériences qui me paraissaient hyper lointaines et totalement inaccessibles, c'est devenu ma réalité. Donc finalement, c'était peut-être ça le premier déclic dont j'avais besoin, 4 mois d'échange universitaire à l'étranger, toute seule. De mon côté, comme je vous le disais, mon retour en France a été un peu difficile. Et à la fin du lycée, j'ai erré intérieurement durant ces années en banlieue parisienne. Heureusement, mon entrée en études supérieures a été libératrice. J'ai décidé de quitter ma zone de confort, qui était alors la paresse, la complainte et l'illusoire sécurité des murs de ma chambre. Et j'ai décidé de me mettre au travail. Je suis passé de dernier de ma classe en terminale à major de promotion en première année d'études supérieures. Je suis aussi passé de casanier maladif qui pouvait passer tout l'été reclus dans son cloître, dans sa chambre, à un étudiant cosmopolite, puisqu'en 2018, j'ai voyagé dans 10 pays. J'ai notamment eu la chance de partir en échange universitaire en Irlande, en stage hôtelier au Panama, de faire ma première randonnée, la traversée des Vosges à pied. Désolé. Et voilà, et de me dépasser, de me changer, de partir à l'aventure. Et ça m'a fait un bien fou. Et en fait, on a ressenti cette chose commune qui est que quand on quitte sa zone de confort, il se passe des choses totalement imprévues. Et ça nous a donné envie d'aller plus loin, de nous lancer dans des projets encore plus ambitieux. Et voilà, c'était formidable. Alors, après tout ça, j'ai moi aussi voulu me lancer. Vous savez comment le Larousse définit l'aventure. Donc, il s'agit de toute entreprise où le risque est considérable et dont la réussite est douteuse. Alors moi aussi, j'ai voulu me lancer dans quelque chose d'un petit peu fou pour moi. Et j'ai toujours eu l'habitude de voyager avec ma famille, très entourée. Et après le Canada, je suis partie faire un stage au Chili. Et j'en ai profité pour faire du parachute, l'ascension du volcan. Et en même temps, je suis allée toute seule sur une île, à Chiloé. C'est une île au large du continent sud-américain. Et finalement, en étant seule sur cette île, alors que je n'avais pas du tout l'habitude de faire ça, j'ai rencontré tout un tas de personnes et je me suis rendu compte que finalement, voyager toute seule, j'en étais capable. Voilà, et moi, de mon côté, j'ai trouvé refuge autrement. Depuis ma chambre dans la maison familiale des Yvelines, je trouvais refuge dans les récits d'aventuriers et explorateurs tels que Mike Horn, Sarah Marquis,
Jean-Louis Etienne ou Sylvain Tesson. Je ne sais pas si ces noms vous disent quelque chose, mais moi, ils ont porté ces années un peu d'errance intérieure. Ils ont été un soutien émotionnel pour moi. Et ces récits, jour après jour, ligne après ligne, ils m'invitaient à partir à l'aventure, à partir encore plus loin. Du coup, j'ai décidé d'entreprendre ma première aventure. Et il y a des mots que j'aimerais vous partager aujourd'hui. C'est ceux de Sylvain Tesson, écrits dans sa cabane sibérienne sur les rives du lac Baïkal. C'est des lignes qui sont extraites de son livre « Dans les forêts de Sibérie », lorsqu'il est parti 6 mois en ermitage là-bas. Et il y a une scène qui m'a marqué, il dit « Alors que la lumière s'épuise de faire des trous dans les nuages, je me couche sur la plage, devant un feu de bois, les chiens contre le flanc, le kayak remonté de moitié sur la rive, et écoutant la musique de la houle, je regarde griller mes poissons embrochés sur des pics de bois vert, en pensant que la vie ne devrait être que cela, l'hommage rendu par l'adulte à ses rêves d'enfant. » C'est magnifique. Et moi, en lisant ça, j'avais envie de rendre hommage à mes rêves d'enfant. Alors, il fallait que j'aille plus loin. Il fallait que j'entreprenne ma première expédition, une aventure qui me permettrait d'aller au bout de ma quête identitaire et de me découvrir enfin totalement et d'avoir les réponses aux questions que je me posais depuis toujours. Donc, j'ai décidé d'entreprendre ma première expédition, la traversée du Salar d'Uyuni en Bolivie, le plus grand désert de sel du monde. Donc là, je vais vous mettre le désert de sel. On s'est un petit peu trompé dans les slides, mais c'est l'aventure aussi de faire ce TED. Et alors moi, j'ai jamais été taillé pour l'aventure. Je suis timide en société, j'ai le vertige, j'ai très peur en voiture. Justine en fait les frais, je me plains toujours en tant que copilote. Et voilà, des scènes comme ce TED où on peut être un peu anxieux. Mais sur la route, il se passe quelque chose d'assez fou. On prend confiance en soi et moi, je ressens ça, je ressens un bouleversement. Je deviens plus téméraire, plus fort, je me vois plus grand. Et c'est agréable de se voir comme ça. Et je me suis jamais senti aussi bien que dans ce désert, au milieu du sel. Ça a été une expérience si agréable et si jouissive que j'ai décidé, 9 jours après être sorti de ce salar-là, alors que ce n'était pas du tout prévu, de repartir pour un deuxième désert, le salar d'Atacama au Chili. Donc, l'environnement est totalement différent parce que le salar d'Uyuni est inondé et nivelé par l'eau la moitié de l'année. Le salar d'Atacama se trouve dans une des régions les plus arides du monde. Donc, du coup, on a des terres chargées en sel, mais qui sont brunies et qui ressemblent plus à Mars. Donc, c'est magnifique. Et voilà, j'ai fait une nouvelle aventure de 5 jours et 100 km là-bas, une nouvelle semaine d'intensité, de pureté et de silence en l'honneur de mes rêves d'enfant. Et finalement, moi aussi, toute seule sur cette île à Chiloé, j'avais l'impression de n'avoir jamais été aussi proche de mes rêves d'enfant. Parce que dans la maison familiale de mes parents, là où j'ai grandi dans les Vosges, j'ai toujours été très entourée, avec beaucoup d'amour. Et l'amour de ma famille, c'était vraiment l'essence même de mon monde. Et absolument rien me prédestinait à m'éloigner de tout ça. Et finalement, en partant toute seule à l'étranger, je me suis rendu compte que le monde me paraissait plus petit, plus accessible. Ou bien peut-être que c'est moi qui avais grandi. C'est sûr que ça nous faisait grandir de partir dans des terres éloignées, de nous rencontrer dans des aventures qui nous paraissaient si challengeantes. Mais de mon côté, quelque chose ne changeait pas. Un manque était toujours là. À chaque retour, j'avais toujours ce vide et ce besoin de repartir pour à nouveau redevenir l'homme fort. Et du coup, peut-être qu'après l'expérience de la solitude, la véritable aventure qui m'attendait et qui pouvait me transformer profondément, c'était l'aventure du partage. Il était peut-être temps que nous partions ensemble. Alors, après le désert de sel, Thomas est parti un semestre en Uruguay et ensuite, à son tour, il est venu en stage au Chili. Là-bas, on s'est rencontrés, on s'est appréciés, on s'est aimés. Et finalement, on s'est dit, pourquoi pas ne partir ensemble? Donc, on avait tout prévu, notre voyage en Amérique du Sud, tout était planifié, jusqu'à l'arrivée du Covid. Donc, on a dû rentrer en France et en rentrant, Thomas m'a dit, et si on traversait la France en roller? Alors, tout de suite, il a envoyé un mail à Decathlon en leur précisant qu'on voulait traverser la France du nord au sud et que pour ça, on avait besoin de 2 paires de rollers. Et finalement, ça a marché. Donc, on s'est retrouvés avec notre premier projet en commun, notre premier sponsor, et maintenant, on n'avait plus que 1300 km de rollers à faire. Plutôt simple. Plutôt simple, ouais. Dit comme ça, c'est assez simple. Cette aventure sportive, c'est rapidement devenu avant tout une aventure humaine parce que tous les soirs, notre objectif, c'était de sonner à des portes et de demander aux locaux si on pouvait camper dans leur jardin. Ça, c'était notre prétexte, en fait. On mettait la main, mais on voulait le bras, nous. Donc, on disait, on entre dans le jardin, et puis au final, on dînait avec eux, et de temps en temps, on avait une chambre dans la maison. Et tous les soirs, on était accueillis. On était accueillis dès la première maison, voire la deuxième ou la troisième tout au plus. Mais on n'a jamais eu à chercher bien longtemps.
Et ça a été assez incroyable de se rendre compte que les gens nous ouvraient aussi facilement leurs portes. Et on a rencontré plusieurs dizaines de familles françaises comme ça. Mais bon, ce voyage, il n'a pas été tout rose parce qu'après 200 km de roller, je me suis blessée. À notre arrivée à Reims, je me suis fait une luxation du genou qui m'a obligée à arrêter. Et pour moi, cette blessure, elle a été très très difficile parce que je l'ai vraiment vécue comme un échec. J'avais l'impression d'avoir tout raté, de ne pas pouvoir continuer avec Thomas. Donc j'ai dû rentrer chez moi, faire une pause pendant 2 semaines. Et j'arrivais pas à me dire que je dois arrêter. Parce que les médecins m'ont dit, le roller, c'est fini, c'est plus la peine. Donc je me suis dit, je peux pas arrêter, je peux pas m'arrêter en si bon chemin, je veux continuer sur la route, je veux continuer à rencontrer du monde. Donc finalement, j'ai décidé de reprendre la route après 2 semaines de rééducation. Je suis repartie avec Thomas, mais cette fois-ci à vélo. Et finalement, après 2 mois, on a quand même atteint tous les deux la frontière franco-espagnole, Thomas en roller et moi avec mon vélo. Cette aventure en France, elle a été merveilleuse. Le pays qui nous avait finalement le plus dépaysés, c'était la France. Et quelques mois avant, lorsqu'on était en Amérique du Sud, Justine avait traversé la Patagonie en van et moi, avec un ami, on l'avait traversé quelques semaines plus tard en autostop et sans argent. Là-bas, on avait fait énormément de rencontres, mais à notre retour en France, évidemment, nos proches nous avaient dit ça a été possible parce que c'était en Amérique du Sud. Là-bas, c'est une culture latine, mais en France, c'est impossible. Les gens sont si méchants, ils sont antipathiques, ils se plaignent les Français. Donc, globalement, vous serez toujours recalés à tous les portails. C'était faux. On savait désormais que ça, c'était une certitude qui était fausse et que l'aventure se trouvait partout et surtout chez nous. Et ça nous a bouleversés. Ça nous a donné envie d'arrêter de voyager seulement pour nous. Ça nous a donné envie de donner plus de sens à ce que l'on faisait. Ça nous a donné envie de nous engager. Désormais, nos aventures se devaient d'être engagées parce que partir pour tenter de se changer soi, c'est bien, mais partir pour changer le monde, c'est mieux. Les conséquences le changement climatique, c'est quelque chose qui nous paraît toujours assez lointain, assez complexe, ça ne nous concerne pas vraiment. Mais cet été, cette année, pour la première fois, les conséquences, elles étaient vraiment à nos portes. Donc on a vu des gelées tardives qui ont détruit des récoltes entières ici en Bourgogne. En même temps, il y a eu un dôme de chaleur au Canada avec des températures avoisinant les 50 degrés. Et puis les États-Unis, la Grèce étaient sous des feux totalement incontrôlables, pendant que nous, en France, en Chine, en Allemagne, on a eu des pluies diluviennes qui ont fait ont entraîné la montée des eaux et des glissements de terrain, de nombreux morts. Et en voyant tout ça, avec Thomas, on s'est dit peut-être que nous aussi, on a envie de faire quelque chose, au moins à notre échelle. Depuis un peu plus d'1 an, on est tous les deux devenus végétariens et on a tous les deux rejoint une association qui s'appelle l'Association des jeunes ambassadeurs pour le climat, avec laquelle on fait des conférences pour sensibiliser d'autres jeunes aux enjeux environnementaux. Mais cette année, face à tous ces dérèglements climatiques, face à toutes ces catastrophes environnementales, on s'est dit que ce n'était pas suffisant, qu'il était temps d'agir concrètement, d'avoir une action de terrain, et on s'est dit pourquoi pas lier une aventure à une action concrète. Alors on a décidé d'entreprendre notre première éco-aventure. Je me suis toujours sentie très concernée par les enjeux marins et je suis d'ailleurs en train d'écrire mon mémoire de fin d'études sur l'exploitation des ressources halieutiques. Et du coup, avec Thomas, on voulait avoir une action un peu plus sur le terrain et on s'est intéressé à la fondation Surfrider et notamment à leur projet Plastic Origin qui vise à recenser et cartographier la pollution des cours d'eau européens. Et on leur a parlé de notre projet de descendre la Loire en kayak de Nevers à Tours sur un peu plus de 300 km et de vouloir ramasser et recenser nos déchets. Ils ont adhéré à notre projet et en même temps on s'est dit et si on retournait à notre premier partenaire, Decathlon, et qu'on leur parlait de ce projet un peu fou. Et ils nous ont suivis, ils nous ont donné tout le kit parfait pour être un bon éco-aventurier. Et ce rôle nous a tellement plu, être des éco-aventuriers, des bons élèves en fait, et s'amuser en faisant quelque chose d'intéressant et qui a du sens, qu'on a envie de repartir, faire des projets comme ça à forte valeur ajoutée pour nous, pour les autres, pour l'histoire et l'expérience qu'on en retire. Donc notre objectif, c'est de partir en octobre 2022, dans 1 an, de Paris et jusqu'à Dakar à vélo. Ça paraît un peu fou dit comme ça, nous aussi on a du mal à y croire, mais on va le faire. Et en chemin, on aimerait récolter des témoignages de la part des habitants de la zone saharienne sur les menaces climatiques présentes et futures qui pèsent sur eux. Et on aimerait faire un cycle de conférences à notre tour auprès d'autres jeunes et à nouveau en partenariat avec l'association dont nous sommes membres. Et dans la zone saharienne, il y a des choses très compliquées qui s'annoncent. Quelques exemples seraient de dire la hausse de la température, l'effondrement de la biodiversité marine qui impacte les pêcheurs sur la façade atlantique, la montée des eaux, la baisse des rendements agricoles, des crises migratoires, des sécheresses. Et ça, c'est que quelques exemples.
On sait qu'on est très loin de l'objectif des 1,5 degrés des accords de Paris, mais on peut encore faire tout notre possible pour faire en sorte que le pire scénario du GIEC ne devienne pas une réalité. Et pour ça, il est urgent de décarboner nos vies maintenant, et drastiquement. Donc, partir à l'aventure de manière éco-responsable, c'est probablement la manière la plus responsable de voyager qu'on ait pu tester. Alors, après avoir quitté notre zone de confort, après être parti tout seul dans le désert ou moi sur une île, après être parti ensemble en quête de belles rencontres et avoir réalisé notre première éco-aventure, à chacun de nos retours, de nos voyages, on avait toujours cette envie de repartir tout le temps, en quête d'une chose que finalement l'aventure, elle met tout le temps en évidence et elle rend si évidente, c'est l'amour. Alors oui, ça paraît si bateau et si facile de dire ça. Voilà, on l'a dit. Mais moi, je peux vous assurer, quand on a 20 ans, qu'on est un peu perdu intérieurement et qu'on est au milieu d'un désert et qu'on a ce vide face à nous et qu'il faut se donner du courage tout seul pour avancer. Surtout qu'à ce moment-là, je n'ai pas de moyens de communication, donc il n'y a pas la possibilité d'appeler mes parents en cas de problème ou des amis. Et ben, je peux vous assurer qu'on se rend compte que la vie, elle tient à des choses simples. Et moi, je me suis rendu compte là-bas à quel point mon désir de rendre fiers les gens que j'aime, ça pouvait me porter, me changer, me transformer. Et c'est ça qui, au fond, quel que soit le but de mes aventures, faisait de moi une personne peut-être plus forte que dans le quotidien. Et pour ma part, après ma blessure en France en roller, finalement, en fait, c'est le soutien de Thomas, le soutien de ma famille, qui m'a donné une force que je soupçonnais absolument pas. Donc finalement, quand on y réfléchit et qu'on se demande qu'est-ce qui fait de l'aventure une telle source de changement, eh ben, c'est les rencontres, c'est la solidarité, c'est les encouragements, c'est l'amour finalement. Derrière chaque aventurier, derrière chaque explorateur, se cache un entourage, des amis, une famille, des amants qui les soutiennent et les inspirent. Et peut-être plus encore que leurs expéditions, ce sont peut-être ces relations qui constituent la plus grande aventure de leur vie, parce que l'amour est la plus grande source de changement dans nos vies, parce que l'amour est la plus belle des raisons de se dépasser, parce que l'amour est la plus grande des aventures. Merci. Merci.